Alors, bon, de toute façon, je peux quand même rentrer parce que le temps malheureusement a changé. Donc, vous avez Sauf que le son en plus, ouais. oui, le son ne serait pas très bon, mais de toute façon, en plus, s'il faisait chaud, ça irait, mais alors là, il fait moins chaud. À Paris, il faut capter le moment, il faut en profiter quand c'est là, et puis quand c'est pas là. Alors donc là, vous nous introduisez, peut-être, c'est un terrain qui aurait dû être abordé plus tôt. Hein. Vous êtes en train de... Parce qu'effectivement, moi, j'ai omis de vous interroger là-dessus, mais c'est vrai que, à partir du moment où on situe l'astrologie dans le processus de l'incarnation, dans le processus de l'âme, ou akashique, ben justement, si on prend le problème de l'akashique, l'âme, effectivement, elle a une mémoire, mais en même temps, c'est une mémoire qui est classée en quelque sorte. Donc elle n'est pas forcément tributaire de son passé. C'est un débat qui se pose. C'est pas parce que mon âme a vécu telle et telle chose qu'elle est obligée de... Alors on retourne dans le problème du masculin et féminin. Quelle est l'importance accordée au passé, Pour vous, le passé est important. Puisque finalement, le thème natal représente aussi le passé. Il représente l'acquis, en tout cas. Il représente un acquis. Il n'est pas peut-être fondamentalement très important, parce que je crois que le plus important, c'est quand même le moment présent. Oui. Mais on ne peut pas négliger les apports du passé, aussi bien au niveau des forces que des qualités qu'a pu développer une âme, et des problèmes qu'elle peut aussi ramener à ce moment-là. Et c'est là que aussi les relations dans les vies antérieures sont intéressantes. Ça permet d'aller débloquer des choses, des lieux émotionnels qui peuvent éventuellement être amenés dans cette vie présente. Oui. Oui, on retombe quand même dans cette histoire de le poids du passé, quand même. Le poids du passé qui peut agir, qui peut interagir avec le présent. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait, oui. Alors que la démarche masculine, c'est on revient à l'essence, et au fond, tout le reste, ça ne fait que parasiter l'essence. C'est-à-dire que c'est pas, il ne faut pas en tenir compte, il faut, par exemple, si je vous dis, voilà, ce meuble est sale, il est sale, on le lave, on ne va pas réfléchir 100 ans sur le fait que c'est telle et telle chose qui l'a sali. Donc cette idée de nettoyage, elle se fait, il n'y a rien à... Il ne faut évidemment pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je veux dire, quand on nettoie, on garde l'être tel qu'il est, mais c'est Kepler qui disait justement à propos de l'astrologie, il disait ça en 1603, etc., il disait « Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain sale ». Il parlait déjà de la saleté, parce que l'eau du bain c'est forcément sale. Donc dans tous les cas de figure, oui, il y a de la saleté à enlever, il y a un délestage à faire. Mais il ne faut pas être fasciné par les... C'est comme, vous savez, les peintres qui laissent des choses comme ça s'incruster et puis ça devient une œuvre d'art. Il ne faut pas se laisser omnubiler par les dessins que forme le hasard ou que forme la saleté. Tout à fait, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que le plus important pour moi, c'est le moment présent. Même si effectivement il est coloré par le passé. Mais la question que il est tout aussi bien coloré aussi par le futur. Après, là, on rentre dans une conception, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de l'espace et du temps, qui demande peut-être à être aussi revisité et qu'on est loin d'avoir encore tout découvert à ce moment. Mais le futur, effectivement, c'est l'application du modèle. Un modèle qu'on applique, on lui donne du futur, quelque part. On lui donne des perspectives. Donc les femmes, justement, de ce point de vue-là, vous avez raison, les femmes, elles prennent un modèle qui est au présent et quelque part, elles l'inscrivent dans un développement, dans un prolongement. Comme l'enfant est le futur de la procréation de l'enfant, c'est le futur de l'engendrement initial. Oui, elle mène les choses plus loin dans le temps. Et tout comme l'adulte est le futur de l'enfant. Voilà. Mais effectivement, la femme a une tâche à accomplir au niveau justement de cette invention du futur. De partir d'une essence simple et de lui donner un futur spécifique. Donc effectivement, cette complexité, c'est quand même ce qu'on appelle... Le futur, c'est quand même une forme de complexification de l'essence.
différenciation, une complexification. Et il y a toujours plusieurs futurs. On retombe toujours dans le 1 au multiple. On invente des futurs. Alors il faut choisir parmi ces futurs lesquels on prend. Et effectivement, quelqu'un qui est constamment, comme le philosophe, en train de remettre en question tout ce qu'il a engagé, ça peut être effectivement assez énervant parce qu'il n'arrive pas à s'engager. Parce que s'engager, c'est une valeur féminine. Parce que s'engager, c'est se fixer. Or, la Lune, elle ne se fixe. Enfin, la Lune, le processus mobile, il a vocation à ne pas se fixer. On va se fixer très ponctuellement et très dans le moment, dans l'immédiat. Mais il faut toujours se libérer pour qu'un nouveau futur puisse permettre. Parce que quand un homme fait un enfant à 20 femmes successivement, il sait très bien que ces 20 enfants ne sont pas identiques. Et puis qu'il n'aura pas la même relation amoureuse et affective avec chacune de ces 20 femmes. Et en même temps, il ne peut pas être prisonnier d'aucune d'entre elles, de certaine manière. Alors, donc finalement, c'est vrai que quand on commence à... Vous savez que l'astrologie française s'est beaucoup méfiée de tout ce qui était spiritualisme dans les années... Enfin, les gens comme André Barbeau, par exemple, n'ont jamais encouragé une astrologie karmique, une astrologie... Le mot âme n'était pas prononcé dans les années 60 en France, alors qu'il était en Angleterre. La première fois que j'ai entendu le mot karmique dans un discours, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était en anglais, karmique. Donc effectivement, c'était un mot qui était complètement inusité en France. Le coup, on s'est rattrapé. Des gens comme Irène Andrieux, comme Marie de Lismont, etc. Ou Laurence Larzul, etc. Mais donc effectivement maintenant, effectivement l'astrologie a gagné quelque part en faisant ce lien entre le thème astral et l'âme. Enfin là, quand je dis elle a gagné, je dis guillemets, parce qu'en même temps, elle s'est encore plus féminisée. Puisque le thème astral a trouvé une légitimité supplémentaire. Parce qu'avant les gens disaient mais pourquoi vous voudriez-vous jeunesse avec ceci? Mais si vous expliquez ça par le karma, par les vies antérieures, ça prend du sens. Maintenant, est-ce que... Voyez-vous, donc il y a ce que nous disons depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des alliances différentes. Est-ce que je joue dans l'alliance avec la théorie de l'âme, ou est-ce que je joue dans l'alliance sur la question des sexes? C'est pas du tout la même démarche. Parce que si je commence à travailler sur le sexe, à ce moment-là, je m'aperçois que le féminin a un rapport au passé particulier, et donc par conséquent, il a tendance à surinvestir le passé, donc surinvestir le poids de ce qui s'est accumulé, etc. etc. Et c'est intéressant de voir comment... Je ne sais pas si c'est pas la même démarche, ce que vous dites, puisque il faut partir du principe que l'âme n'est pas sexuée et qu'elle va s'incarner tour à tour en homme ou en femme et vivre les différentes expériences. Ça, c'est pas du tout inconcevable. Ça, c'est un autre problème. Que l'âme ne soit pas sexuée, mais néanmoins, le fait de... Parce que moi, justement, comme je disais, quand j'ai mené des expériences, par exemple, je prends le cas de Nostradamus. Bon, Nostradamus, moi, grâce à des médiums, j'ai consulté ce qu'on peut appeler les mémoires akashiques concernant ce personnage. C'est-à-dire qu'on peut carrément, effectivement, interroger ces mémoires. Est-ce que c'est lui qui parle? Est-ce que c'est pas lui qui parle? Enfin, peu importe. Là, quelque part, on a quand même des choses assez concrètes qui sont obtenues. Rien n'empêche que l'âme de Nostradamus, enfin l'âme dont Nostradamus n'est... C'est pas Nostradamus qui a une âme, en fait. C'est une âme qui à un moment donné, a un vécu qui s'appelle Nostradamus. Tout à fait. Et donc, par conséquent, bon, après, elle est peut-être passée à autre chose. Donc, l'âme, on ne peut pas charger l'âme de ses incarnations. Et quelque part, l'âme n'a pas à être prisonnière de ses incarnations antérieures. Donc de ce côté-là, on voit bien que... Alors, donc il y a ceux qui considèrent que le passé est pesant, pèse, et d'autres qui disent... Non, moi je pense... Mais mon expérience, moi, me fait penser que c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Non, moi non plus, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a différents futurs possibles, mais je crois qu'il y a aussi différents passés possibles. Oui. J'ai eu le cas
d'une femme qui a fait une régression de vie antérieure et qui a recontacté une femme qu'elle était dans une autre vie. Oui, par là. Et cette femme, dans cette autre vie, a senti la présence de la conscience de la femme qu'elle est aujourd'hui. Un dialogue s'est instauré. Des choses ont été modifiées et le cours de la vie de cette femme dans le passé a été modifié. Oui, il y a des films comme ça de science-fiction où on change le cours des choses en remontant en arrière. Tout à fait. Là, on a changé carrément le cours de la vie. Elle a changé le cours de sa précédente incarnation dans la mesure où elle a pu échapper à un accident mortel et que quand on aura fait une deuxième régression, cette femme, au lieu de mourir à la trentaine, est morte à un âge avancé. Donc, le passé est toujours tout aussi modifiable et malléable que le futur. Alors ça, effectivement, ça ouvre des perspectives, effectivement. Parce que, comme, par exemple, si je communique avec Nostradamus et que je lui dis un certain nombre de choses, ça va modifier sa vie, sa vie de l'époque. C'est très possible. Ça laisse rêveur. C'est très possible, mais les phénomènes de voyance comme ça, justement, est-ce que c'est un accès à un moment donné, un accès au futur? Mais ce que vous dites est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, là, on est complètement dans le masculin, là. Le masculin qui est capable de laver, de réformer le passé, de le retravailler. Donc voyez-vous, votre masculinité, elle ressort dans pas mal de cas comme ça. Parce que vous tenez sur un certain nombre de choses, je trouve qu'il y a quand même des déterminismes mentaux qui nous font voir certaines choses. Et par exemple, vous avez une lecture, mais de toute façon, cette lecture, elle ne peut pas être fausse, parce qu'effectivement, on peut à la fois tenir compte de ce qui est, et à la fois vouloir le modifier. Donc ce sont deux stratégies qui sont toujours possibles. Donc, effectivement, alors la stratégie masculine, c'est de dire, mais voilà, s'il y a eu un accident de parcours, bon, ça vient parasiter, on va évacuer l'accident et on va laisser les choses suivre leur cours. Bon, ça c'est très masculin. En revanche, dire, voilà, bon, ben, ça s'est passé quelque chose et puis ça va marquer indéfiniment la suite. Cette faculté, si vous voulez, ce qui est sous-entendu dans votre propos, c'est que nous avons ce que j'appellerais une main intérieure. C'est-à-dire une capacité de retravailler notre intériorité, comme au lieu de se laver l'extérieur, on se lave l'intérieur. Et ça, c'est une conviction profonde que vous avez, mais qui aujourd'hui est très difficile à formaliser, parce que moi j'ai donné certains outils dans ce sens, et est-ce que les outils permettent de comprendre ce que vous dites? Effectivement. Nous avons tout un monde intérieur à retravailler, et on peut se libérer du passé. Oui. Et donc si on peut se libérer du passé, donc vous avez des outils, certains outils, donc vous êtes équipés pour convenir aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'effectivement, l'outil, comme vous l'avez tout à l'heure, du thème astral, c'est typiquement un outil qui au départ, effectivement, montre que vous ne négligez que... Parce que les femmes, elles ont peur du vide. Elles ont peur du vide. Elles aiment bien que les choses soient chargées. D'ailleurs, quelque part, d'une certaine manière, la femme enceinte, c'est la femme qui remplit. Donc elle se remplit. L'homme, le problème du vide, ça n'existe pas, parce que par définition, il va vers l'extérieur. C'est un extraverti qui va de l'introversion vers l'extraversion, alors que la femme, elle va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est des démarches qui sont totalement opposées. Elle se remplit de ce qui est extérieur à elle, alors que l'homme, lui, il se débarrasse de ce qui est intérieur à lui. Donc c'est pour ça que le masculin, c'est quelqu'un qui aimait des choses, mais qui les a travaillées en lui-même. C'est que ça vient de lui, ça vient de ses tripes. Alors que la femme, elle prend les choses à l'extérieur et elle se les approprie. Mais quelque part, ça veut dire qu'elle n'a rien, elle n'a pas d'intériorité. Cette intériorité, elle est meublée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle meuble son intériorité avec tout ce qui lui arrive, tout son passé. Donc quand on veut visualiser l'intériorité d'un homme et d'une femme,
on n'a pas du tout le même spectacle. Non, tout à fait, oui. Parce que l'intériorité d'un homme, c'est presque une espèce d'espace complètement vide à la limite, hein. C'est-à-dire extrêmement dépouillé, qui est parfaitement propre. C'est paradoxal. Alors, là, je parle bien de l'intériorité, je ne parle pas de l'extériorité. Hein. C'est au contraire. Et, alors, donc l'homme, on peut imaginer qu'un homme qui a une intériorité extrêmement limpide et blanche et propre, mais qui peut avoir une extériorité beaucoup plus baroque, on peut dire. Et inversement, la femme, elle, souvent, elle a un intérieur, l'intérieur de son appartement, c'est son extérieur. Elle a une extériorité, elle a un espace autour d'elle qui est très très bien rangé, mais elle a une intériorité qui est extrêmement compliquée, extrêmement d'accumulation. Donc c'est pas du tout la même visualisation. Et effectivement, cette capacité de faire le ménage dans son propre passé, donc forcément dans sa propre tête, parce que le passé, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc c'est forcément de l'ordre de la mémoire, donc de l'ordre de l'intériorité. À moins d'assassiner quelqu'un et d'avoir des gens réels en chair et en os, mais enfin, c'est quand même beaucoup dans l'ordre des souvenirs du mental. Pas uniquement d'ailleurs. Effectivement, donc vous avez deux discours, l'un qui est on se dote d'un outil, on s'en sert, et puis on s'en sert même au point de pouvoir repenser, reconstruire le passé. Et de l'autre côté, vous avez un autre outil qui est l'astrologie, le thème natal qui nous... Mais ça me choque que vous le dites, parce qu'effectivement, ce thème natal, on revient à la question, ce psychisme, qu'est-ce qui en fait le contenu? Et vous me dites, c'est ça que je ne comprends pas, voyez-vous. Ce contenu, qu'est-ce que c'est que ce contenu? C'est anecdotique, c'est quoi? C'est des souvenirs, c'est des passés, c'est du vécu. Mais vous dites vous-même que précisément ce vécu et ce passé, on peut le revoir. Donc, moi, vous savez, moi j'attache beaucoup d'importance à la diététique. Est-ce que vous êtes intéressé par la diététique? Assez peu. Oui. Parce que la diététique, c'est quand même toute une école de sagesse, la diététique. Dis-moi ce que tu manges. Je ne sais pas si vous faites attention à votre façon de vous nourrir. Je me suis intéressé un petit peu à la médecine ayurvédique. Oui. Est-ce que vous avez des préceptes au niveau alimentaire à transmettre à vos Non, j'ai pas développé de choses particulières. Est-ce que vous avez des choses contre-indiquées au niveau alimentaire, au niveau de sa façon de se nourrir? Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? J'ai pas les compétences à ce niveau-là pour mais dans votre propre vie, vous n'avez pas de... J'évite les excès, toujours. Les excès. Oui. Parce qu'il y a quand même tout un... Il y a un rapport quand même très direct entre dans ce qu'on veut appeler le rapport avec soi-même. Parce que finalement, se nourrir, c'est quand même un rapport avec soi-même. Comment on se traite, c'est vrai que les gens qui se maltraitent par leur alimentation. Ils maltraitent leur corps par ce qu'ils mangent, parce qu'ils s'obligent à manger. Et voilà, donc, et puis se maltraiter au niveau physique, c'est aussi éventuellement se maltraiter au niveau intérieur. Parce que quand par exemple, si j'accepte par exemple des idées qui sont mal foutues, c'est comme si je mangeais un produit qui n'est pas très, très au point. Ou si je ne m'intéressais pas à la traçabilité du produit ou la traçabilité des idées, on peut jouer sur ces deux tableaux. On peut faire un parallèle. Sauf que la nourriture c'est extérieur, mais par exemple moi je dis toujours, celui qui fait attention à sa nourriture, c'est aussi celui qui fait attention à ce qu'on lui ingurgite, à ce qu'on lui insuffle au niveau des idées. Si je suis exigeant dans ce qu'on me donne ou ne me donne pas à manger, je serai également exigeant sur les nourritures spirituelles ou intellectuelles. Je ne sais pas s'il y a un lien absolument direct, mais enfin moi j'ai tendance à croire qu'il y en a un. Je pense aussi Et quand on pense à tous les trucages qui existent au niveau alimentaire, il y en a autant dans le monde des idées. Oui, mais quand je vois des gens qui se laissent berner au niveau alimentaire, je me demande s'ils ne sont pas aussi en train de se laisser berner sur le plan des idées, intellectuellement. Par exemple, prenons le cas du casse. Comment? Il y a de grandes choses, effectivement. Oui.
C'est pour ça que moi je serais vigilant aussi au niveau de ma clientèle, je suis vigilant sur le plan justement de l'alimentation. Si on aide la personne à mieux manger, on va aussi à se protéger des contrefaçons, des substituts, des solutions pénuriques. On peut l'aider aussi éventuellement à faire plus attention à ce qu'elle accepte intellectuellement. Bien que on peut imaginer aussi qu'on peut être bon dans un sens et pas dans l'autre. Enfin, peut-être, après c'est une question de processus et de temps, mais j'ai remarqué aussi que les gens qui commencent à faire attention à leur psychisme, naturellement aussi à faire attention à leur nourriture. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Parce que la nourriture c'est du visible, et on retourne dans le problème de ce qui est visible, c'est quand même relativement accessible. Le psychisme c'est quand même une autre dimension. Alors, je peux vous dire, regarde ça, voilà, mais faire visualiser à quelqu'un ce qui se passe dans sa tête, c'est pas si évident que ça. Même si vous laissez entendre que par le thème on peut y arriver, c'est un autre problème. Ça c'est un autre sujet. Enfin bon, je vois bien le temps. C'est un outil parmi d'autres. Oui. Mais l'astrologue, par certains côtés, me fait penser à un cuisinier, voyez-vous. Un restaurateur qui a parfois des produits qui ne sont pas de très bonne qualité, mais qui les accommode, qui les assaisonne avec des choses, un peu de piment, un peu de trucs comme ça. Et en fin de compte, souvent l'astrologue, je faisais allusion à ça tout à l'heure au début de notre conversation, l'astrologue ne fait pas toujours très attention aux produits originels et très attention au résultat final. Alors on va mettre une bonne sauce, on va mettre des herbes, on va mettre ceci, etc. Et finalement c'est ça qui est important. Et le produit de départ n'est pas si déterminant que ça. Donc vous voyez, dans ce schéma-là, on peut aller assez loin comme ça. Hein. Je ne sais plus quel chef étoilé disait que la cuisine c'est l'art d'accommoder le reste. Hein. Oui, mais aujourd'hui il y a d'autres cuisiniers qui disent la cuisine c'est d'abord d'avoir les bons produits. Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même démarche. Effectivement, c'est moins glorieux. Par exemple, il y a des cuisiniers qui disent aujourd'hui, moi, de toute façon, ce qui m'importe, c'est de choisir le produit. Et à la limite, ça se limite à ça. Je choisis le meilleur produit pour mes clients, mais ce produit, je ne le trafique pas. Mais en même temps, il y a tout un art de la cuisine qui se trouve un petit peu envoyé promener. Il va quand même le finaliser. Oui, mais pas tant que ça. Si j'achète une très bonne viande, je ne vais pas passer des siècles à préparer cette viande. Non, mais il y a la bonne façon, à son sens, de préparer cette viande. Oui, mais il y a aussi la bonne façon de choisir la viande. Oui, mais les deux sont... Non, mais ça ne sera pas aussi élaboré que si je prends des viandes médiocres et que je passe des siècles à les accommoder, à les mitonner, etc. Donc voyez-vous, il y a tout un art du trafic du produit qui n'est plus nécessaire quand on a un produit valable. Hein? Donc, voyez-vous, il y a donc une déperdition quelque part de savoir-faire. Il faut bien comprendre ça. C'est que c'est un mot clé. Beaucoup d'astrologues, par exemple, si je leur dis, voilà, prenez un bon produit et ça vous épargnera le temps de préparation, etc. Ils vont dire, oui, mais moi j'ai acquis un savoir-faire par rapport à ça. Donc ils n'ont pas envie de faire ça. Ah ben, je crois dans tout, parce que je dirais les sciences humaines, il faut aussi que les praticiens, les théoriciens, tout ça, soient dans un travail constant de remise en question et d'approfondissement eux-mêmes. Oui, mais enfin, vous serez d'accord avec moi que malgré tout, le savoir-faire, ça pèse. Hein. Le savoir-faire, ça pèse. Justement, c'est pour ça que je reparle de remise en question. Il faut savoir aussi parfois mettre de côté des choses qu'on sait ou qu'on croit savoir pour en découvrir de nouvelles. Eh oui, oui. Mais c'est difficile. Je vois dans le milieu astrologique, c'est très difficile. Des gens qui savent jongler merveilleusement avec le thème natal, on leur dit tout d'un coup, bon, le thème natal, on s'en occupe plus, on peut travailler avec la personne, travailler avec le modèle. Mais ça, c'est pas que dans le milieu astrologique, on trouve ça partout. En médecine, on parlait de nourriture tout à l'heure. Je me souviens
David Schreiber, qui rapportait qu'il avait eu une discussion avec le chef de service de cardiologie de l'hôpital Grousset. Et celui-ci lui demandait si à son sens à lui, Charles Schreiber, l'alimentation avait vraiment un impact sur le système cardiovasculaire. Il n'était pas sûr. Il se posait la question encore au début du XXIe siècle. Oui. Je crois qu'effectivement, là, il y a un manque de remise en cause, de remise en question, Oui. de prise en compte de toutes les études qui avaient été faites auparavant. Donc, c'est pas spécifique ce genre de choses au niveau astrologique. Oui, enfin, écoutez, quand même, il faut quand même être un peu lucide. Quel est votre prénom déjà? Philippe. Philippe. Il faut quand même être un peu lucide. Le milieu astrologique, il est quand même un peu caricatural par rapport à d'autres domaines. Hein. Je veux dire que dans d'autres domaines, ça ne se passe pas de manière aussi lourde qu'en astrologie. Dans d'autres domaines, je dirais presque que la fonction masculine de nettoyage, elle est beaucoup plus active qu'en astrologie. L'astrologie, elle avance quasiment plus depuis 50 ans au niveau des modèles, etc. Bon, donc l'astrologie, c'est quand même, c'est pour ça que ça attire tellement les femmes, parce qu'il est moins sous la domination masculine. La domination masculine signifiant remise en question du modèle, évacuation d'un certain nombre de choses, et puis aussi ne pas chercher dans le thème astral aussi non plus de passer, on va dire, on est dans le hyper féminin en astrologie par rapport à d'autres domaines. Donc c'est vrai que ça existe aussi ailleurs, mais on peut dire que ça existe de manière caricaturale en astrologie. Il y a très peu de domaines où c'est à ce point-là. Un des rares domaines où c'est à ce point-là, c'est dans le domaine de l'apprentissage du langage, où on apprend, les enfants apprennent à parler exactement aujourd'hui comme autrefois, ce qui d'ailleurs à mon avis est une erreur. Il y a des pédagogies... parce que lancer un enfant comme ça dans le monde du langage adulte, à mon avis, c'est pas non plus évident. Il vaut mieux donner à l'enfant une image simple du langage, une image logique du langage, quitte à ce qu'il n'apprenne pas. Moi, je suis contre l'immersion linguistique comme ça, sauvage. Vous avez des enfants? Oui. Je pense qu'ils ont dû apprendre le français sur le tas. Mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Parce que l'enfant, confronté à la complexité même du langage, il va se décourager. Le langage, c'est aussi quelque chose qu'on absorbe. Oui, c'est une information. Donc la façon dont vous donnez, c'est une nourriture que vous donnez à quelqu'un, le langage. Vous nourrissez votre enfant avec le langage. Et si ce langage, si vous ne maîtrisez pas ce que vous transmettez à l'enfant au niveau du langage, au niveau de la construction grammaticale, au niveau des exemples que vous lui montrez au départ, c'est pas très intéressant, c'est pas très valable. Je pense qu'il est très intéressant de bien maîtriser le langage parce que ça va jouer sur la formation intellectuelle de l'enfant. Moi j'ai écrit beaucoup aussi. Moi je suis très dispersé, pas très dispersé, mais je veux dire, je sais que ces problèmes-là, il faut les aborder sous tous les angles en même temps. C'est un ensemble, pas polariser que sur l'astrologie. Mais le langage, c'est un bon exemple. Par exemple, l'anglais n'est pas la même nourriture que le français, par exemple. Vous connaissez l'anglais un petit peu quand même? Un tout petit peu. Oui, vous savez que l'anglais est quand même une langue très, très bâtarde par rapport au français. Je ne vous ai peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités sur le français. L'anglais est une langue mixte. Moitié français, moitié anglais, moitié latine, etc. Donc moitié français en réalité. Mais donc si vous voulez, l'enfant, il se trouve constamment confronté à des doubles sémantiques, double étymologie, hein, et ça ne lui donne pas une image très cohérente de la langue. Je prends toujours l'exemple du mot des mots qui se dérivent à comprendre, apprendre, surprendre, etc. En anglais, en français, on a le même radical prendre. En anglais, vous aurez I learn, I take, etc. Donc, si vous voulez, je me mets à la place de l'enfant. L'enfant, par rapport, il faut que les mots fassent sens au niveau de leur construction. Si vous ne connaissez le mot que parce qu'on vous dit que ce mot veut dire ça, et que l'enfant n'a aucune capacité d'autonomie, parce que le problème c'est ça, quand vous êtes dans une langue qui n'est pas transparente, il y a une part d'autonomie de l'utilisateur, puisqu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Il faut qu'il puisse deviner, il faut qu'il ait quelques indices, mais qu'il puisse reconstruire les choses. Si chaque mot fait problème, chaque mot demande un commentaire, c'est pour ça que je vous dis que C'est pour ça que j'ai encouragé mes enfants à faire du latin pour comprendre l'origine des mots et ouais. l'étymologie. Ouais.
Mais ils l'ont fait quand même à l'âge de 10 ans, 11 ans, Voilà. 12 ans, en sixième. Mais il aurait fallu, c'est bien difficile à faire de toute façon, mais il faut contrôler davantage dès le départ. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était linguiste. Et je pense qu'elle m'a donné, elle a d'ailleurs laissé une méthode d'orthographe, elle m'a donné une certaine piste pour comprendre la langue, pour chercher la cohérence, non pas dans le sens, mais dans les mots, ce qu'on appelle les signifiants. Il faut que les signifiants fassent sens, et pas uniquement parce qu'on vous dit que ça veut dire ceci ou cela. Parce que alors, les anglophones, souvent, sont des gens qui ont un rapport quand même un peu compliqué à leur langue, parce qu'effectivement, tout leur vocabulaire implique une tradition. Il faut pour chaque mot, et même la prononciation en plus, il faut apprendre, il faut savoir pour chaque mot comment ça se prononce, ce qu'il veut dire, parce que les mots ne s'éclairent pas mutuellement. Alors, normalement, un enfant qui entend le mot prendre, il faut qu'il fasse le rapport avec surprendre, avec comprendre, avec apprendre. Est-ce qu'ils le font forcément? C'est pas sûr en plus. On peut l'apprendre comme des mots séparés. Mais on peut quand même imaginer qu'on pourrait leur expliquer que c'est la même notion globale. Donc apprendre, montrer qu'une langue est constituée d'un nombre limité de racines qui sont après modulées par des préfixes, par des suffixes, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les langues qui ont les langues qui se déclinent sont plus sujettes à la dictature que les langues qui ne se déclinent pas. Pourquoi, par exemple, en Angleterre, il y a eu très peu de pouvoir très, très fort? Parce que cette langue n'apprend pas l'autorité. Parce que la racine qui se décline en plusieurs facteurs, c'est quand même la méthode. Ça veut dire qu'il y a le chef et puis les autres. Mais quand il n'y a pas de racine claire, il n'y a pas de chef, pas l'image de chef. Le russe, par exemple, est une langue extrêmement déclinée. L'allemand aussi. Le français n'est pas. Donc, c'est une théorie que je me lance comme ça, mais je veux dire que le schéma linguistique, quand les langues sont mal structurées sur le plan de l'organisation sociale, parce que la langue représente un ordre social, théoriquement. Parce que le mot, du moment que vous pouvez, même simplement l'apprentissage d'une conjugaison, c'est déjà un ordre social. Vous avez un verbe qui a 10 formes différentes. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà un message subliminal qui dit qu'il y a quand même un élément au départ et puis après il se diversifie. Donc là déjà la langue est déjà un apprentissage du masculin et du féminin. Pas dans le fait que tel mot est au masculin et au féminin, mais déjà dans la structure grammaticale, il y a la racine. Bon. Mais le problème c'est que même ça à la limite, c'est même plus enseigné. Donc on n'enseigne même plus le fait que la langue, on veut tellement éviter de faire après cette dualité du 1 et du multiple, qui est typiquement polygamique, que même l'enseignement des langues en souffre. Voyez-vous? Et les langues qui se déclinent, l'arabe se décline par exemple, les langues qui se déclinent sont des langues qui nous apprennent plus clairement la dualité masculin-féminin. Alors quand on sait qu'en plus en anglais, on ne distingue pas les verbes, les adjectifs au pluriel et au singulier, qu'en anglais, on ne distingue pas la première personne le verbe à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel, vous imaginez bien que l'enseignement du rapport de l'un au multiple, il n'est pas clair, il n'est pas marqué. Mais ça, c'est des langues qui sont dénaturées, parce que les langues, au départ, c'était complètement ça. Donc l'enseignement de la langue comme apprentissage de la structure sociale, il est là dans beaucoup de langues, mais il a pu aussi se perdre en route. Parce que il faut pas. Alors, la correction, Philippe, c'est pas uniquement en sens unique, ça peut être aussi ramener quelque chose qui a pu se perdre. C'est aussi des choses qui ont pu se rajouter, et aussi des choses qui ont pu se perdre. Comme en astrologie, par exemple, les étoiles fixes se sont perdues. Donc on n'a plus cette dialectique planète-étoile fixe, facteur mobile, facteur fixe, et ça, c'est préjudiciable à la pensée astrologique. D'ailleurs, récemment, je vous fais un petit scoop, récemment, vous savez que le mot constellation est un mot qui ne concerne pas uniquement les étoiles. Au XVIe siècle, on parlait d'une constellation pour désigner un thème astral. Donc
Le thème astral, c'est une constellation de planètes, tout comme sur le modèle de la constellation des étoiles. Comme on voit aujourd'hui les constellations familiales. Oui, oui, mais là, en l'occurrence, Stella veut dire, en fait, non, c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, la planète s'appelle vraiment Stella. C'est-à-dire que Stella, il y a la Stella fixe et la Stella mobile. Donc le mot planète ne veut pas dire... vous savez, le mot planète, ça veut dire... Ça ne peut pas se comprendre sans le mot étoile. Parce que planète, ça veut dire simplement errant. Errant, oui, c'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui est errant? L'étoile. Donc il y a l'étoile errante et il y a l'étoile fixe. Donc là, dans le mot constellation, c'est pas un abus de langage, c'est pas au figuré. Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles fixes, et après c'est devenu un ensemble d'étoiles mobiles, égale planète. Et donc le thème astral, c'est la répercussion au niveau planétaire des structures qui se constituent au niveau stellaire. Mais avec des différences extraordinaires, puisque au niveau stellaire, la constellation, tout à l'heure on parlait du transit, c'est-à-dire le décalage entre le maintenant et l'autrefois du thème, mais là il n'y a pas de maintenant d'autrefois, puisque les étoiles ne bougent pas. Donc le présent et le passé sont identiques. Une planète, par exemple Saturne, aujourd'hui va passer en transit sur une étoile, mais elle va passer au même endroit qu'il y a 30 ans. Donc il n'y a pas ce décalage entre les deux plans. Et en fin de compte, cette espèce de grand écart qui consiste à imaginer que la planète passe sur le thème natal, parce que le thème natal n'est pas la même chose que le thème d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, je veux dire, c'est que le thème natal, ce n'est que la conséquence du fait que l'on se serve. On a la visite d'un pigeon, là, 2 pigeons. Donc, la conséquence du fait que l'on se serve de facteurs qui sont mobiles et non pas fixes. Enfin, je ferme la parenthèse. Et pour vous montrer que, même en astrologie, on a ce problème. Dès qu'on décroche le rapport de l'un au multiple, il y a un problème. Dès qu'on n'est pas capable de dire, même dans une classe, il y a un professeur, il y a 20 élèves. Mais c'est tellement évident, à tout niveau, dans tous les domaines, et malgré tout, au niveau idéologique aujourd'hui, on nous dit autre chose. On nous dit que cette dualité n'est pas nécessaire. On nous dit, mettons fin à la dualité. Excusez-moi, si vous vous rendez compte de ce que ça peut vouloir dire, mettre fin à la dualité, ça veut dire qu'il n'y a plus de loi scientifique, il n'y a plus de loi qui s'applique à un nombre de cas illimité, s'il n'y a que des cas particuliers, il n'y a plus de loi juridique qui s'applique, il n'y a plus de loi religieuse. Je veux dire, il y a quand même un problème là. On voit bien que cette... là, on parlait tout à l'heure de nourriture intellectuelle. La nourriture intellectuelle qui consiste à nous dire qu'il n'y a pas de dualité légitime au niveau social, c'est un poison. Mais je me demande si ce discours, en fait, il n'est pas mal compris et il n'est peut-être même pas clair au départ. C'est-à-dire que la dualité a toujours été conçue, à mon sens, comme une confrontation. Et ce discours aujourd'hui de dire il n'y a plus de dualité, est-ce que ce n'est pas simplement dire il n'y a plus de confrontation? Il y a une complémentarité, mais qui ne passe plus par la confrontation. Oui, mais enfin, vous savez, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Le mot confrontation, c'est pas un mot qui me fait spécialement peur. Il faudrait se demander, effectivement, Monsieur Saunier, pourquoi cette idéologie de la non-dualité est arrivée en Occident, à peu près avec la révolution industrielle. Enfin bon, il faudrait aussi discuter de à quelle époque c'est arrivé. Mais, alors quelles sont les raisons de ça? À mon avis, on est dans ce qu'on appelle les apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de délire un petit peu, comme quoi l'homme va être capable un délire messianique, où les choses ne seront plus comme avant, on va transformer le monde, on va modifier. C'est une volonté de modifier. C'est ça, l'homme parfois, il y a un côté prométhéen, faustien. Il veut montrer qu'il est capable de modifier l'ordre des choses. C'est un défi qu'il se lance. Je vais révolutionner l'ordre des choses. Donc les choses ne seront plus comme avant. Donc on va prendre des exemples qui vont être des marqueurs de modernité, et on va dire, voilà, la femme va être le signe de la modernité. Donc on va faire disparaître la différence entre l'homme et la femme, et là on sera sûr qu'on aura créé un monde nouveau. Où on va, par exemple, je pense au problème du judaïsme, on va changer la condition juive, et on aura là encore un progrès
marquants, voyez-vous. On va les envoyer en Palestine. Enfin, je veux dire, oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a comme ça une sorte de discours sur les choses, que les choses doivent changer, et on manipule. Alors, on manipule certaines populations pour leur faire miroiter le fait que les choses vont changer. Et on les prend comme cobayes, on leur dit voilà, tiens, faites ça, essayez ça, installez-vous là, venez là, etc. Et finalement, tout ça pour se faire plaisir et pour dire voilà, j'arrive à faire changer les gens, j'arrive à faire ceci, cela. Alors ça, effectivement, c'est un petit peu vicieux, c'est vrai. Mais moi, je dis, ces populations doivent arrêter de se laisser manipuler. Moi, j'ai écrit un article récemment sur le cycle Nofim, justement, où je dis, parce que moi, je suis d'origine juive, je ne parle pas de ces choses-là comme ça. Mais je veux dire, je dis, cette histoire du sionisme, qu'est-ce que ça veut vraiment dire véritablement? En réalité, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est même pas les juifs qui voulaient s'installer là-bas. C'était les chrétiens, les protestants anglo-saxons qui avaient dans leur représentation théologique et téléologique l'idée que les juifs devaient arriver pour que la fin des temps se produise et qu'il fallait qu'ils aillent spécialement en Palestine. Et puis le gouvernement anglais du début du siècle a emboîté le pas. Mais je veux dire que c'est pas... Vous savez, parfois les gens croient qu'ils font ce qu'ils veulent, en réalité on les manipule. On leur laisse miroiter en disant regardez votre situation, c'est pénible, etc. Voilà, on va changer tout ça. C'est pareil pour la question de l'immigration. Enfin, il y a des tas de discours comme ça où on fait bouger les gens, on les manipule, on les transplante, on les transborde, et puis finalement, c'est une forme de pouvoir. On exerce un pouvoir comme ça en laissant croire. Les femmes se laissent, à mon avis, manipuler. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Elles se sont fait manipuler. Elles se sont fait manipuler au nom d'une modernité complètement exacerbée. Vous savez, voilà, l'apprenti sorcier, voilà, la baguette magique, le droit, on va tout changer. Le droit, alors le culte du droit, hein, on va faire des lois qui vont faire que... il suffit de faire une loi et puis ça va... Voilà, la loi qui change tout. Alors, on change la société par décret, par loi. Pas exagéré, hein, vous avez remarqué à quel point toutes ces populations-là ne jouent que par le droit. Il faut changer la loi, il faut imposer ceci, imposer cela, créer ceci, créer cela, etc. Oui, à tel point que le système devient tellement complexe qu'il en devient incompréhensible. Oui, mais c'est un surinvestissement du droit, c'est un juridisme exacerbé, le droit tout-puissant qui peut changer le monde. Il suffit comme on dit, hein, il suffit de décréter que l'économie va mieux, et puis voilà, on le décrète par une loi, et puis ça... Là, on est dans la puissance infantile. Non, mais c'est vrai, en fin de compte, c'est vrai que le droit... Et pourtant, en même temps, le droit, c'est aussi un enseignement de l'un au multiple. Hein, on ne fait pas autant de lois que, comme vous pensez, on ne fait pas autant de lois que de personnes, que de cas. Il faut que le juge, il est là pour adapter, justement... je crois que les femmes pourraient, à mon avis, être de bons juges. Il y a le législateur, et puis il y a le juge qui applique la loi. C'est pas la même chose. La femme, moi j'attends des femmes qui disent moi je suis un bon juge mais je ne suis pas un bon législateur. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose. Le législateur, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs d'ailleurs. Le législateur, il est capable de réformer la loi, mais c'est vrai, prenons par le cas des astrologues. Imaginons par exemple qu'on organise j'en organise d'ailleurs pas mal, des colloques sur la... Il y a des gens qui ne sont pas faits pour discuter de théorie. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dirait moi je ne sais pas comment fonctionne une voiture, moi je veux simplement vous montrer la voiture, je regarde si elle marche ou pas. C'est un peu ça qu'on entend. Des gens quelqu'un qui n'a pas le sens de la mécanique, il ne va pas discuter de mécanique. Il va dire écoutez, toutes ces discussions-là, ça ne m'intéresse pas, moi montrez-moi une voiture, je verrai si elle marche. C'est pas suffisant. Parce que si on veut perfectionner une voiture, il faut la perfectionner au niveau de la mécanique. Donc c'est pas parce que la voiture d'avant ne marchait pas, c'est parce qu'on a amélioré le produit. On n'arrête pas on améliore constamment les produits. Et pas simplement par rapport à une pratique quelconque. Est-ce qu'on améliore le téléphone mobile parce que le téléphone d'avant ne marche pas? Non. Parce qu'on a des exigences plus importantes. Ces exigences, elles ne sont pas forcément de l'ordre de la... Elles débouchent sur une pratique, mais je veux dire qu'elles sont apparues parce que il y a des gens qui sont constamment en train de réfléchir sur l'amélioration d'un modèle. Et cette amélioration des modèles, monsieur Saunier, elle n'est pas uniquement fondée sur l'application.
l'application, elle a tendance à cristalliser le modèle, plutôt qu'à le faire avancer. Elle l'approfondit, si vous voulez, elle le dispatche, elle le répand, mais quelque part, elle le cristallise. Et à partir de ce moment-là, et en plus, il y a le consensus. Alors, il y a tous ceux qui, parce qu'on devrait en parler de la dimension sociale, il y a des X personnes qui pratiquent ce modèle, qui vivent par rapport à ces valeurs du modèle. Elles sont, quand vous me remettez en question le modèle, vous remettez en question leur propre structure sociale. C'est-à-dire que, regardez tous ces gens qui se réunissent à Lyon, à Paris, ils forment une société autour du modèle, autour du même modèle. Là encore, voyez-vous, c'est le modèle 1 qui va fonder ça. Mais la différence, c'est que ce modèle 1, le 1, il est remplacé par un substitut de l'homme. Ça peut être Dieu, ça peut être l'État, ça peut être la tradition. Donc c'est un 1 qui est inaccessible. Par exemple, les gens vont dire « Oh, ben la tradition ». C'est ça le 1. Mais malheureusement, cette tradition, alors quand on commence à dire tradition, ça veut dire que ce n'est pas monsieur un tel à qui on va demander quelque chose. Non. C'est une espèce d'abstraction transcendante. Donc l'humain, c'est une espèce de castration, en fait. C'est-à-dire que l'humanité, au lieu de désigner le 1 en disant voilà, c'est telle catégorie de population qui incarne ce 1, on va l'exprimer sous une forme transcendante. Par exemple, au lieu de dire ce sont des gens, au lieu de dire il faut créer des emplois, on va dire l'État doit créer des emplois. L'État, c'est quoi l'État? Mais on préfère dire l'État. Parce que dire l'État, c'est moins problématique que de dire il faut qu'un certain nombre d'hommes créent des emplois. Oui. Au lieu de dire oui, on a monsieur Intel va peut-être nous fournir un nouveau modèle en astrologie, non, on va dire voilà, une espèce de tradition. Donc le masculin devient en quelque sorte quelque chose d'évanescent. Il n'est même plus nommé. Alors au lieu de nommer l'homme, on dit l'État, on dit la tradition, on dit Dieu, on dit des trucs comme ça. Et donc là, c'est grave, hein, pour dire, c'est-à-dire qu'on ne veut plus décrire le processus tel qu'il est, et on renvoie des abstractions. Alors quand je commence à renvoyer à l'État, à Dieu, à la tradition, je n'en sors pas. Parce que à qui je m'adresse? Pourquoi ne pas dire tout simplement, on a besoin dans une population de gens qui ont une structure mentale qui leur permet d'améliorer le modèle, etc., et de le fournir et d'alimenter les populations. Donc, voyez-vous, il y a une espèce de... on a quand même de démasculinisation du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on disait, oui, il y a une égalité entre les hommes et les femmes, mais il n'y a plus d'hommes. C'est-à-dire que les hommes deviennent des femmes, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, en haut, il y a une espèce de structure extrêmement particulière qui est au-dessus, et puis nous, on est en dessous. Et je crois que c'est ça, parce que souvent, par exemple, dans le discours féminin, il y a quelque part, c'est comme si ça avait été décidé au-dessus ou avant. C'est quelque chose qui a été déjà fixé avant. Donc déjà, elle se situe en position numéro 2, instinctivement. Mais cette position numéro 2, soit elle est assumée en disant oui, ben, il faut effectivement qu'il y ait tel chercheur ou tel penseur, etc. Ce qui existe par exemple dans le cas par exemple, de Steve Jobs, ou je ne sais pas quoi, on dit voilà, il y a un grand génie en informatique ou en création de produits. Bon, c'est des cas comme ça. Mais en général, en astrologie par exemple, on en est arrivé là. Encore dans les années 60, on avait des gens comme Gauquelin, comme Nicolas, comme Barbeau, qui représentaient la créativité astrologique. Mais aujourd'hui, 50 ans après, c'est la tradition, ou alors c'est les astronomes qui décident ça. Je veux dire qu'on ne veut même plus désigner un astrologue. On ne veut même plus dire que tel astrologue est celui qui fournit les modèles, ou qui fournit du travail aux autres. On a escamoté. Alors donc finalement l'astrologie ne peut plus avancer, puisque on ne désigne plus le facteur qui va sur lequel on attend qu'il y ait un changement. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme en économie, c'est la même chose. S'il y a une sorte de langue de bois, on dit oui,
quand on voit des gens qui manifestent aujourd'hui en disant oui, il faut que l'État trouve des emplois, c'est une plaisanterie. C'est une pure et simple plaisanterie, mais ça permet de dire les choses. On va pas dire, il ne faut surtout pas dire qu'il faudrait qu'il y ait plus d'employeurs, plus de capitalistes, plus de gens qui créent des entreprises. Non, non, il faut que l'État trouve des emplois. Donc on est dans la langue de bois. Donc finalement, c'est ça notre problème. On est dans la langue de bois et on mange, alors on terminera sur ce point, on mange, c'est de la malbouffe mentale. C'est-à-dire qu'on consomme des discours qui ne tiennent pas debout, qui sont des substituts. Alors, si on veut parler de substituts en alimentation, alors là on n'a pas fini. Hein. Donc c'est de la fausse nourriture. Bon, par exemple, moi, je ne sais pas si vous êtes végétarien ou carnivore, je sais pas, mais il y a des nourritures de substitution, ce que j'appelle des nourritures de pénurie. Pénurie, c'est-à-dire que, au lieu de dire, par exemple, moi, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'argent, je mange de la purée ou du riz. Je dis, j'ai pas d'argent, et c'est à cause de ça que je... Mais l'autre personne va dire, ah non, 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 il ne faut pas manger de viande. Donc, ce qu'on appelle faire de nécessité vertu. Au lieu de dire, je ne mange pas ça parce que j'en ai pas les moyens, on va en faire une valeur. Oui. Donc on va dire, mais c'est très bien de manger du couscous plutôt que de manger un steak. C'est très bien de manger des croissants plutôt que des bananes ou des pommes. Au lieu de dire, ben oui, on fait ça parce qu'on n'a pas le choix, parce que ça se conserve plus facilement, parce que je ne sais pas quoi, on finit par présenter ça comme un idéal. Donc à ce moment-là, par exemple, imaginons par exemple que je mange un sandwich au jambon. C'est pas vraiment ce que j'appellerais une très bonne bouffe. Qu'est-ce que le corps y reçoit? En fait, le corps, lui, il mange. Alors, et en plus, alors, prenons un cas encore plus amusant, un yaourt avec arôme citron. Alors, le corps, lui, qu'est-ce qu'il mange? Il mange du citron, il mange du yaourt, qu'est-ce qu'il mange? Il ne sait plus. Il est déconcerté. Donc finalement, c'est une forme de maltraitance. Vous abrutissez votre mental. Est-ce que vous lui envoyez des signaux contradictoires? Tu sais que tu manges du yaourt, mais attention, en fait, j'essaie de te faire croire que c'est du fruit. Alors je te donne du yaourt et en fin de compte, je vais te faire croire que c'est une pêche ou une banane. C'est extraordinaire. Hein? Et c'est comme ça pour tout. Je mange de la semoule, je mange des pâtes. Ah oui, les pâtes, oui, mais attention, il y a de la tomate, il y a de la sauce tomate. Alors finalement, donc voilà, donc finalement, on est constamment manipulé au niveau alimentaire. Ça fait qu'effectivement, dans un environnement aussi manipulé, et en plus, alors comme pour revenir à ce que vous disiez, à partir du moment où vous vivez dans une société où un certain nombre de choses sont estompées, parce que autant il y a des gens qui savent nettoyer l'intérieur, mais il y a des gens qui savent nettoyer l'extérieur. Donc nous, on a un nettoyage extérieur très clair. C'est-à-dire qu'on fait tout en sorte de ne pas distinguer les hommes des femmes, par exemple. À partir de ce moment, à partir du moment où on truque le monde extérieur, vous allez observer quelque chose qui est truqué. Donc votre capacité à théoriser sur ce monde, elle va être manipulée par l'image qu'on vous en donne. Donc en fin de compte, si par exemple on est dans une société extrêmement mimétique, où les gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, ou copient ce qu'ils ne sont pas, bah vous, quand vous observez le monde, vous dites, ah ben oui, mais c'est comme ça. Donc vous êtes vous-même... donc vous allez, votre réflexion théorique sur le monde, elle va être faussée parce qu'on vous a faussé l'observation des choses. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de fausser l'observation des choses. Oui. En même temps, on sait que le simple fait d'observer un objet modifie cet objet. Oui. Oui. Mais malgré tout, après, si vous déjà... Objectif, qu'est-ce qui est... Oui, je suis d'accord, mais malgré tout, il y a actuellement une faculté de nettoyer ou de mettre du vernis à l'extérieur pour justement cacher ce qui est fondamentalement différent à l'intérieur. On dit qu'il y a le fameux formule, l'habit ne fait pas le moine. On habille les choses extérieures pour que nous ne saisissions pas les différences. Donc ça montre bien que finalement,
il y a cette dialectique, confrontation ou pas, entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a des gens qui sont très doués pour changer l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et des gens qui sont très doués pour changer l'intérieur, mais pas l'extérieur. Et effectivement, nous vivons dans un monde qui a été pris en main par l'extérieur. Par exemple, on ne sait plus, on ne sait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on transforme l'extérieur comme on veut, mais on ne transforme pas pour autant l'intérieur. Et au contraire, on perd. Bon, donc il y a une. C'est peut-être ça qui a donné la Shoah, ou je sais pas quoi. Enfin, ça peut rendre fou ce genre. Enfin, l'humanité peut devenir folle parce que justement, il y a un double discours. On croit qu'on va. Qu'est-ce qu'a fait Hitler finalement? C'est ça. On croit qu'on va, en changeant l'extérieur, changer la réalité intérieure. Changer les différences. On va supprimer les différences extérieures et on va croire qu'on va pouvoir supprimer les vraies différences intérieures. Est-ce qu'il y a une aberration? Ben, je ne vous l'ai pas dire. Effectivement, monsieur Saunier, effectivement, vous avez votre grain de sel, ça ne peut pas dire. Moi, j'allais jouer sur votre prénom, votre nom, mais c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui sait mettre son grain de sel quand il le faut, je suppose. Mais oui, voilà, donc finalement, c'est quand même j'insiste sur ce point, c'est quand même intéressant de distinguer l'intériorité et l'extériorité. Et de voir que certains êtres sont plus à leur aise pour changer ce qui est extérieur ou plus à leur aise pour changer l'intérieur. Et changer l'extérieur, et quelqu'un qui est très dans la, qui semble maîtriser parfaitement l'extériorité, vous apercevez qu'à l'intérieur c'est très confus, c'est très désordonné, c'est un peu n'importe quoi. Et il faudrait quand même éviter d'utiliser le thème astral comme une justification de ce désordre intérieur. C'est au contraire un outil pour remettre de l'ordre, à mon sens. Et pour reprendre son pouvoir et sa responsabilité. Voilà. Alors et ne pas la remettre sur l'État, sur l'extérieur. Oui, oui. Mais en même... l'extérieur, pour moi, n'est que le reflet de l'intérieur. Alors ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, justement. Ce serait trop... Justement, tout à l'heure, on vient de le dire, ce serait trop beau. Vous savez, on vient de vous donner des exemples à l'envers. On peut transformer l'extérieur sans transformer l'intérieur. On peut transformer l'intérieur sans transformer l'extérieur. C'est ça, je pense que c'est libération. On transforme l'intérieur, on le restructure, et automatiquement l'extérieur se modifie. Non, mais justement, c'est sur ce point que je ne suis pas d'accord. Et inversement, d'ailleurs aussi, dans l'autre sens. Non, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais sur quoi il semblait que nous étions d'accord, sur le fait qu'effectivement, transformer l'extérieur ne va pas forcément transformer l'intérieur. Oui, tout à fait. Bon. Mais moi, je pense que la seule solution de transformer l'extérieur, c'est d'abord de transformer l'intérieur. Oui, mais malheureusement, pour quelqu'un qui a une sorte de cécité intérieure, c'est un leurre. Mais je crois que c'est là que justement la différence quand même elle est très lourde. Justement, vous en parlez aisément parce que justement vous avez cette capacité, mais non, c'est pas si simple que ça. Ah bah non, mais je veux dire que c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes de faire ça. Les femmes, je suis pas certain. D'accord. Non, mais parce vous n'êtes pas encore familier avec tout ça. Mais les femmes peuvent beaucoup plus facilement transformer l'extérieur que l'intérieur. Et inversement, elles le font instinctivement. Hein, elles le font instinctivement. Elles vont balayer. Les femmes, d'ailleurs, de manière générale, sont mieux habillées, plus propres que les hommes. Enfin, je sais pas. Il y a quand même une vigilance extérieure. Quand même, tout le monde reconnaît que quand même, quelque part, elles ont la propreté dans le sang, la propreté extérieure, dans la façon de renouveler leur habillement. Enfin, même aujourd'hui, en plein XXIe siècle, l'habillement des hommes n'a rien à voir avec celui des femmes. Bon. Mais moi, j'insiste au contraire, mais de toute façon, j'en profite pour le dire, j'insiste au contraire sur le fait que les deux ne vont pas de pair du tout. Du tout. Et je ne pense même pas que ce soit nécessaire qu'ils aillent de pair. Je pense qu'il faut en prendre son parti, monsieur Saunier. Les femmes sont plus dans la complémentarité, elles sont plus dans la maîtrise de l'extérieur. Et les hommes sont maîtrise de l'intérieur. Et donc il faut que, c'est tout, chacun a ses points forts. Il ne faut pas demander faut pas que les gens s'épuisent dans des actions qui leur sont inaccessibles.
ou alors il va y avoir un vague progrès au départ, et puis après ça va plafonner. Je pense que, par exemple, si on prend l'exemple de l'extérieur, ben, c'est après tout, si une femme, si vous vivez avec des femmes qui vous font le ménage, pourquoi pas, hein? Donc, je veux dire que c'est pas ou la vaisselle, ou que ce soit des femmes ou des machines d'ailleurs. Je veux dire que vous n'avez pas besoin de. Bon, je sais bien qu'il y a des femmes qui veulent que l'homme fasse la vaisselle, etc. Peut-être que c'est le cas de Madame Saunier. On lui fait un coucou, mais je veux dire, c'est pas le problème. La complémentarité, c'est aussi laisser à l'autre ce qui lui revient. Si je vous dis que je peux devenir ce qu'il est, je ne pense pas que ce soit très sain de dire ça. Mais oui. Donc, cette faculté, je prends le cas de la musique par exemple, il y a des choses comme ça, on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir pouvoir gérer, dominer le monde intérieur, c'est ce qui explique en grande partie l'apport des hommes au niveau de la musique, au niveau de l'écriture, au niveau de la pensée, etc. C'est pas dissociable. C'est évident que un des grands mystères de l'être humain, c'est la musique. Mais la musique, c'est quand même un travail très très particulier, surtout quand on est capable de produire des sons soi-même, etc., sans passer par l'instrument. Je veux dire que c'est... Non, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Il faut assumer le mot complémentarité pleinement. Ce n'est pas la même chose. Il faut au contraire reconnaître que chacun est nécessaire à l'autre. Mais dire que... L'autre jour, vous savez, je discutais avec une jeune astrologue, elle me disait, à propos de l'animus, ah oui, il faut que je renforce mon animus, ou mon anima. Mais non, c'est pas forcément la question. Par contre, par exemple, renforcer votre animus, par exemple, dans notre cas, c'est dire que vous ne devez pas...